Ceux qui ont la chance d'aller à la montagne lors des vacances de Noël ou d'hiver de février, souvent se posent la question, tiens, c'est sympa, est-ce que j'achète ou j'achète pas, si tant est qu'on a les moyens, parce que ça coûte très cher, d'acheter donc un bien immobilier à la montagne. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. La question se pose encore une fois souvent pour celles et ceux qui ont la chance d'y aller. Et en même temps, il y a le réchauffement climatique, enfin le dérèglement climatique. On a manqué de neige à Noël. Là, il y en a, mais de moins en moins. Voilà, il y a un sujet quand Oui, même, hein, non? oui, ça n'est plus garanti. Chaque année, c'est un peu la même inquiétude, David. C'est s'il y aura assez de neige du début jusqu'à la fin de la saison. Alors, c'est vrai que le dérèglement climatique, ça réduit l'enneigement naturel en quantité, mais aussi en durée. Quand on regarde les projections de Météo France à horizon 2050, elle prévoit une réduction de la durée d'enneigement de plusieurs semaines en moyenne montagne. En fait, ça influe d'ailleurs sur la température de l'air, mais donc aussi sur la possibilité de produire la neige de culture. C'est-à-dire la limite neige-pluie qui remonte progressivement au fil des ans. Alors, bon, malgré tout, David, quand même, les stations ont fait des investissements, c'est très clair, à la fois pour produire de la neige de culture dans toutes les situations, et puis aussi pour développer d'autres activités que le ski, et donc donner de nouvelles dimensions aux stations. Et donc, c'est ce qui explique que finalement, on pourrait se dire, ça pénalise, ça impacte le marché immobilier. Il n'en est rien. Il se porte très bien, le marché immobilier à la montagne, même si on manque de plus en plus de neige. Oui, alors voilà, c'est ça un petit peu le paradoxe. Il aurait pu effectivement souffrir avec cette menace climatique, et d'autant plus qu'il y a aussi certains avantages fiscaux qui ont disparu pour le neuf, notamment le Sancy-Boulevard, et aussi des nouvelles menaces qui apparaissent sur la location meublée avec les nouvelles contraintes pour la transition énergétique. Mais effectivement, le constat, c'est que en fait, quand on regarde l'ensemble de l'évolution des prix, sur toute la France, on est sur un rythme, on va dire, qui a changé depuis quelques mois, mais on va dire sur un an, dans les moyennes mobiles, on est à plus 4% sur l'ensemble de la France. Mais quand vous regardez les prix dans les stations de montagne, avant, on va dire, la saison qui a démarré là à Noël, mais en fait, les prix sur un an que nous donne l'analyse de la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, c'est plus 9%. Alors bien sûr, il y a des disparités entre les stations, mais quand même, c'est une progression beaucoup plus importante. Et bien, quand on regarde dans le détail, pour citer quelques chiffres, David, dans les 340 stations de montagne, la FNAIM nous dit que le prix moyen des logements anciens, c'est 3 800 € par mètre carré. Alors ça, c'est pas dans les Alpes du Nord, je vous le dis tout de suite. Alors voilà, mais les Alpes sont plus chères, et notamment les Alpes du Nord, parce que dans les Alpes, la moyenne, c'est plutôt 4 500 €, et ce sera 5 400 dans les 70 stations de ski alpin qui ont la plus forte fréquentation. Alors, juste quelques exemples, mais en moyenne, par exemple, on va être plutôt à 5 000 € à la Plagne, pas loin de 9 000 € à la Clusaz, 10 000 € à Méribel, ou vous allez jusqu'à plus de 13 000 € à Val d'Isère en moyenne, qui reste la station la plus chère de France. C'est en fait, si vous voulez, ce qui est important, je crois, David, de comprendre dans ce paradoxe, cette surprise, on va dire, c'est qu'en fait, les prix dans les stations de ski, ils avaient très peu progressé de 2014 au début de la crise sanitaire, donc à début 2020. En fait, ils ont été quasiment stables, ils n'ont quasiment pas bougé sur cette période de 6 ans. En revanche, depuis la crise du Covid, ils ont très nettement progressé. Ce que nous dit la FNAIM dans sa dernière étude, dans sa dernière note de conjoncture, c'est que en 2 ans et demi, en gros, les prix, finalement, ils ont augmenté largement plus de 20%, elle cite même le chiffre de 27%. Donc, il y a eu effectivement en plus un intérêt pour... en gros, on s'est à nouveau intéressé à la montagne et ses grands espaces. Montagne, refuge, valeur refuge et refuge aussi pour la santé. Et puis, on a vu sortir des programmes neufs avec des prix à plus de 10 000, 15 000 € le mètre carré, donc autrement dit aussi cher ou plus cher qu'à Paris, et puis même beaucoup plus sur des biens d'exception. Oui, alors là, pour le coup, bien d'exception, c'est 15 000, 20 000, voire plus dans les stations les plus huppées. On se dit quoi au final si on met de côté l'immobilier de luxe? Laurent, on y va ou on n'y va pas? Est-ce qu'il y a une rentabilité? C'est un placement plaisir? On se dit quoi? Alors moi, je vous dirais quand même qu'il faut privilégier la dimension plaisir, parce que vous pouvez viser des rendements nets qui vont être autour de 2% en partant de 3 ou 5% brut, mais dans le raisonnement pour l'investissement dans l'immobilier de montagne, il faut vraiment être plutôt sur la dimension plaisir. Il faut en avoir envie. C'est déjà ce que les promoteurs un peu spécialisés locaux souvent n'hésitent pas à dire, parce que la haute saison et les bons taux de remplissage des résidences, c'est quand même que quelques semaines par an.
Et puis, on a parlé de ces menaces liées à la transition énergétique. Alors, il y a quand même un soutien public, ça, il est vrai. Et alors, il ne prend pas la forme des soutiens fiscaux habituels, mais il y a par exemple le plan Avenir Montagne, vous savez, qui avait été lancé par Jean Castex quand il était Premier ministre là, en 2021. Ça faisait partie du plan de relance post-pandémie. Il vient de sortir là tout juste il y a quelques jours. Il prévoit effectivement d'accompagner un tourisme plus durable, plus diversifié, avec de nouvelles clientèles, où on va accélérer la transition écologique. Et puis, quelque part, les acteurs locaux s'y intéressent. On va essayer de diminuer les lits froids, vous savez, les lits qui ne tournent pas assez dans les stations. Et on donne notamment beaucoup de rôle à des foncières locales qui sont portées par les collectivités. Mais bon, il reste quand même une menace qui est sur le traitement des passoires thermiques. C'est le gros enjeu à venir. Alors, pour le moment, les locations saisonnières touristiques de type Airbnb ou autres ne sont pas concernées, mais le ministère du Logement a dit que, a priori, elles le seront. Il va en préciser les modalités, sans donner de calendrier. Bon, ça reste quand même là aussi une question importante qui me donnera, j'espère, l'occasion de revenir vous voir pour en parler. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on peut lire sinon ce week-end dans le magazine de David, revenus? ce week-end, je vous propose de réfléchir comme c'est encore la période de la chasse, à l'ouverture de la chasse pour les dividendes qui va bientôt arriver. On passe en revue un petit peu tout ce qu'il faut savoir en la matière et tous les réflexes qu'il faut se remémorer. Et puis une interview exclusive de Jean-Pierre Clamadieu, qui est le président du conseil d'administration d'Engie et qui a effectivement beaucoup de choses à dire, notamment dans l'univers des énergies renouvelables. Voilà à lire ce week-end tranquillement dans le magazine de revenus. Merci Laurent. Salut. Merci David. Au revoir.